Shidru était un vilain perdant, qui a perdu son boulot et sa joie de vivre, après qu'une fille l'a piégé en l'accusant d'agression. Mais lorsqu'il a la chance d'aller dans un autre monde, il sacrifie son apparence et sa capacité à toucher les filles, en échange d'un pouvoir absolu, qui le transforme en Dieu. Shidru était toujours laid, mais jamais un salaud. C'était un employé de bureau ordinaire, qui ne laissait pas sa vilaine apparence l'empêcher d'être quelqu'un de droit, et de vivre sa vie à fond. Traitait tout le monde avec respect, et menait une vie sociale modeste. Mais tout a changé, quand une femme l'a faussement accusé de l'avoir touché dans un train. Personne ne l'a cru, juste parce qu'il était laid, et l'affaire est vite allée au tribunal. Shidru a plaidé coupable, pour payer une petite amende et s'en tirer rapidement. Mais son plan s'est retourné contre lui, et il a été viré de son boulot, pour être un agresseur certifié. Cependant, quelques années plus tard, la femme qui l'avait faussement accusé a été arrêtée pour avoir monté une arnaque. Elle ne faisait même pas ça pour l'argent, piégeait exprès les hommes qu'elle trouvait laids. Shidru était furieux, mais il ne pouvait rien y faire. À cause du traumatisme qu'il avait subi à cause de l'incident, il a perdu confiance en lui et n'arrivait pas à trouver de travail. Les choses ont empiré avec le temps, et Shidru est devenu un reclus sans emploi. Il a dilapidé ses économies et même l'argent de ses parents, jusqu'au jour où il lit un article sur des disparitions de personnes dans sa région. Il souhaite disparaître aussi. Mais en lisant les commentaires sous l'article, il trouve un gars qui affirme avoir visité un autre monde. Il dit qu'il a tout gâché, en distribuant mal ses points de statistiques, début et a dû revenir sur Terre, en sacrifiant la moitié de sa vie. Shidru en rit, mais il est trop désespéré, et décide de suivre les instructions laissées par le gars. Il se tourne vers la fenêtre, les bras levés. Et puis, quand l'horloge sonne 2 heures, son écran d'ordinateur portable change tout seul, lui demandant s'il veut commencer une nouvelle vie. Shidru pense que c'est juste un virus, mais il joue le jeu en cliquant sur suivant sur la page. La page suivante lui montre qu'il aurait 16 ans dans cette nouvelle vie et qu'il pourrait modifier le nombre de points qu'il attribuerait à son apparence, ayant été un homme laid toute sa vie. Le timide Drew fait passer la valeur de 5 à 255, ce qui lui donne une énorme quantité de points de statistiques bonus. Non seulement ça, le timide Drew découvre que plus il choisit de caractéristiques négatives pour lui-même, plus il obtient de points de statistiques. Il commence immédiatement à taper des choses que personne d'autre ne voudrait, comme voir ses revenus réduits de 10 000%, et perdre 10% de ses PV chaque fois qu'il touche une fille. Quant à sa dernière condition, il écrit que s'il perd un jour sa carte V, sa virginité, il perd sa vie. Et le système lui accorde 100 000 milliards de bonus, de points de statistiques en retour. Cependant, avant que timide Drew ne puisse distribuer ses points à ses statistiques, le compte à rebours atteint 0 et il est envoyé dans un autre monde. Quand il se réveille, il découvre qu'il est devenu plus laid qu'il ne l'était dans sa vie précédente. Et en plus de cela, il est 2 fois plus lourd que l'Américain moyen. À ce moment-là, d'autres personnes arrivent et le timide Drew devient gêné, en voyant les 2 filles en sous-vêtements. Le beau mec enlève sa chemise et la donne à l'une des filles, frissonnant de froid. Et le timide Drew essaie d'être un gentleman, et fait la même chose. Cependant, l'autre fille le refuse, parce qu'elle ne veut pas de quelque chose porté par un affreux gros lard. De toute façon, le beau mec se présente comme Seiji. La blonde Loli ne partage pas son nom. La deuxième fille se présente comme Seka. Ils ont tous 16 ans. Et ils ont du mal à croire que timide Drew a le même âge qu'eux. Seiji prend les devants, et confirme qu'ils sont tous venus dans ce monde, en utilisant la même méthode. Mais pendant qu'il parle, Shajiryu décide de fouiller la pièce, car il n'est pas là pour se faire des amis. Il ouvre un tiroir et y trouve une pièce d'or, qui disparaît dès qu'il la touche. Il réalise que depuis qu'il a mis la condition de réduire ses revenus, l'argent a disparu, mais décide de ne pas trop s'en inquiéter. Juste à ce moment, Seiji entre, et dit à Shijiro qu'ils devraient chercher des ressources ensemble. Bientôt, il trouve un tas d'armes et de vêtements, ainsi que des pièces. Shijiro ne pense pas que les minuscules vêtements lui iraient, mais ils s'avèrent être magiques, et s'adaptent au corps de chacun. Ensuite, les filles décident de se partager l'argent. Elles signalent qu'il n'y a que 7 pièces, et 8 personnes ici. Elles croient que Shajiryu a volé la 8e pièce, et ils réalisent qu'elles ont raison. Ils décident de leur laisser toutes les pièces. Et même si Seiji lui dit que c'est injuste, Seka lui dit qu'il devrait garder les pièces, car Shajiryu n'a même pas aidé à les trouver. Shidru déteste déjà la gâter. Et il décide de l'ignorer et de s'occuper de Seiji, demandant s'il peut avoir la hache en échange de l'argent. Seka est contre et même Seiji dit qu'il ne peut pas prendre ses décisions seul. Il révèle que dans sa vie d'origine, il était égoïste et avait des problèmes de communication, et qu'il essaie fort d'être différent dans cette vie. Il souligne que Shidru semble avoir des problèmes, lui aussi, et qu'il devrait essayer de les surmonter. Au final, il décide de se partager les armes avec le Shifumi, et Shidru perd contre tout le monde.
n'obtenant que la massue en bois comme arme. Ensuite, Seiji dit qu'il devrait se serrer la main, pour marquer le début de leur aventure. Mais Shai-Drew refuse, car il ne prend aucun risque cette fois-ci. Bientôt, il trouve une carte et décide de se diriger vers la ville la plus proche. Mais dès qu'ils ouvrent la porte, il trouve un petit gobelin prêt à les attaquer. Seiji agit rapidement, et tue le gobelin d'un seul coup. Ensuite, il découvre que d'autres se dirigent par là. Il prend les devants, disant à la Loli blonde de le soutenir en première ligne. Pendant que Seka prépare son arc pour rejoindre le combat, il demande à Shai-Drew de protéger Seka pendant ce temps, puis commence à vaincre les gobelins un par un. Seka, cependant, est une vraie débutante qui n'arrive même pas à bander un arc. Pendant que Shai-Drew le juge, un gobelin l'attaque par derrière. Il décide de l'achever en un coup. Mais il découvre qu'il est ridiculement faible pour l'instant. Le petit gobelin parvient à le repousser. Et quand Shajiru se demande comment il peut être si faible, malgré 100 billions de points de statistiques, il réalise qu'il a manqué de temps avant de pouvoir les distribuer. Il décide alors de riposter contre le gobelin, avec ses statistiques actuelles, et parvient à le vaincre avec son coup suivant. Soudain, une fenêtre de statut s'ouvre devant lui, et il découvre que tuer un seul gobelin le fait atteindre le niveau 32, car il a un bonus d'augmentation d'XP de 10 000%. Juste à ce moment-là, Seiji et la Loli montent aussi de niveau, et ils attribuent leurs points de statistique à la force et l'endurance. Shijiro réalise qu'ils ne peuvent pas voir la fenêtre système de l'autre, et il décide de mettre 1 billion de points dans chacun de ses attributs, pour l'instant. Dès qu'il fait cela, sa fenêtre système commence à bugger, et une lumière dorée brille sur lui. Shai-Drew se demande ce qui se passe. Et puis, son système révèle que sa classe a été décidée. Basée sur ses stats, sa classe est le dieu tout-puissant. Shai-Drew ne peut pas entièrement saisir ce que cela signifie. Il est sorti de ses pensées, alors qu'un gobelin commence à le frapper, mais ses attaques ne lui font aucun dégât. Shai-Drew décide d'essayer sa force contre le gobelin, et il le frappe d'un revers de doigt, ce qui suffit à l'envoyer voler dans la stratosphère. Personne d'autre ne voit ce qui vient de se passer, et il pense que ce n'était qu'une rafale de vent. Seiji et la Loli reprennent la chasse aux gobelins. Mais Seka a toujours du mal à préparer son arc. Elle a les larmes aux yeux, et Shai-Drew décide d'avoir pitié d'elle. Il fait comme s'il était un maniaque de l'arc, et avait besoin d'en encorder un immédiatement, pour que Seka ne se sente pas mal d'accepter son aide. Son astuce fonctionne sur la stupide fille. Elle tend l'arc à Shajiru, qui utilise ses 1 billion de points de dextérité, pour encorder l'arc d'un seul coup. Seka est impressionné, et insiste pour qu'il tire une flèche en guise de remerciement. Et Shijiro décide d'essayer une des compétences qu'il a obtenues. Avec sa classe, il sélectionne la compétence flèche tonnerre, et lance ensuite la flèche vers l'avant. Mais au lieu de toucher un gobelin, elle s'envole vers le ciel à la place. Shai se demande si sa précision est si mauvaise. Alors, soudainement, un cercle magique gigantesque apparaît dans le ciel, et un majestueux dragon de foudre en sort, frappant le sol et tuant tous les gobelins. Tout le monde est choqué de voir ça, mais Shai-Drew dit juste qu'il était dans le club de tir à l'arc, où ils enseignent ce genre de choses. Seka le croit une fois de plus, et décide ensuite de soutenir ses amis dans la bataille. Mais elle tire juste des flèches au hasard, même sans viser Seiji. Et la Loli décide qu'il devrait s'occuper du reste des gobelins. Aussi, et Psyché manque bientôt de flèches. Il devient sombre et déçu de son inutilité. Et Shai-Drew a pitié d'elle encore une fois. Il utilise une compétence pour transformer un bâton en plus de flèches, et lui dit qu'il y a des objets lâchés au sol. La chercheuse est heureuse de les trouver. Mais elle les gaspille tous encore de toute façon. Et pendant ce temps, les deux autres finissent tous les gobelins. Peu après, ils atteignent la ville. Et pendant que tout le monde se précipite pour manger quelque chose, Shai-Drew décide de partir de son côté, car un perdant comme lui a besoin d'être seul. Il s'assied près d'une fontaine et réalise qu'il a faim. Aussi, et juste à ce moment-là, un chat arrive. Il est sur le point de le caresser mais s'arrête, craignant qu'elle ne soit une femelle, et qu'il puisse perdre 10% de PV s'il la touche. Juste à ce moment-là, Seka arrive, et Shai-Drew est si surpris qu'il tombe dans l'eau. Après qu'il soit sorti, Seka lui dit qu'elle lui a acheté un burger, parce qu'elle sait qu'il est fauché, et qu'elle voulait le remercier de l'avoir aidé plus tôt. Drew, timide, commence à la voir sous un jour plus positif, et accepte l'énorme burger. Mais par coïncidence, leurs doigts se touchent, et il reçoit un choc puissant, qui le fait jeter le burger. Il subit 58 000 milliards de dégâts, ce qui est suffisant pour détruire le monde 300 fois. Mais le plus gros problème est que Seka est maintenant contrariée, parce qu'elle pense que Drew jetait le burger exprès. Cependant, il a ses compétences, de l'époque où il était un commercial de premier ordre, et il dit à Seka qu'il a été surpris, parce qu'elle est trop belle. Il lui dit qu'il va manger le burger qu'elle lui a acheté. Elle lui dit qu'il est trop sale. Elle lui offre plutôt celui qu'elle a acheté pour elle-même, parce qu'elle lui est vraiment reconnaissante. Et il décide d'accepter sa gratitude.
Pendant qu'ils mangent le burger, Saji et la Loli les trouvent. Et Shajiru décide de rester. Jusqu'à ce qu'il paie Seka pour le burger. Peu après, Seka se dirige vers un magasin pour acheter des flèches, parce qu'elle en manque si vite. Elle continue de demander plus de flèches aux commerçants, affirmant qu'elle est assez riche pour les payer. Mais l'homme lui dit que son sac est déjà plein. Drew, timide, est aussi avec elle et veut l'aider. Mais il ne peut pas lui dire que, il peut créer des flèches quand il veut de toute façon. Seka lui demande s'il ne va rien acheter. Elle répond immédiatement à sa question, réalisant qu'il ne peut rien acheter, parce qu'il est fauché. Une fois dehors, Seiji et la Loli reviennent, après avoir trouvé une bonne auberge pour passer la nuit. Drew, timide, dit qu'il restera au parc, parce qu'évidemment il n'a pas d'argent. Mais Seka dit qu'elle paiera sa chambre. Drew, timide, essaie de lui dire qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais Seka joue la carte de la femme, et demande s'il ne veut pas qu'une fille paie sa chambre. Drew, timide, n'a même pas le temps de répondre, alors que Seka lui prend la main et commence à le traîner. Mais comme elle le touche à travers les vêtements, il ne subit aucun dégât. Plus tard cette nuit-là, Shaidru pense qu'il ne peut plus rester ici. Car sinon, il sera encore plus endetté envers Soka et les autres. Le lendemain, Seiji et les autres se réveillent et trouvent de délicieux biscuits et de la nourriture qui les attend sur la table. Shaidru leur dit de l'aider, parce qu'il ne peut pas tout manger, et il demande comment il a obtenu tout ça alors qu'il n'a pas d'argent. Shaidru répond qu'il a utilisé une technique qui donne envie aux gens de lui donner quelque chose. En retour, cependant, il a juste créé des flèches avec des bâtons et a utilisé le système de troc pour les échanger contre de la nourriture, au lieu d'argent. Seka lui dit qu'il n'a pas besoin de mendier, juste parce qu'il est fauché, car elle peut toujours l'aider. Eh bien, Shaidru pense qu'il a remboursé sa dette envers elle, donc il n'a plus besoin de rester. Une fois qu'ils ont fini de manger, Seiji sort la carte et dit qu'ils doivent commencer à faire des quêtes afin de gagner de l'argent. Il a remarqué que les monstres qu'ils ont combattus hier n'ont pas laissé tomber d'argent ni de butin, alors il prévoit d'aller explorer une grotte à proximité. Shijiro est impressionné par les capacités de prise de décision de Seiji, quand soudain un homme robuste arrive là, disant qu'il peut être leur guide vers la grotte. L'homme se présente comme Kyoshiro et affirme être réincarné, tout comme eux. Il panique un peu en voyant la sale gueule de Shaidru, mais demande ensuite s'ils sont tous nouveaux ici. Seiji se lève immédiatement pour lui parler, tout en restant sur ses gardes. Et puis, Kaishiro sort des cartes vertes de sa poche, disant que c'est un objet qu'ils trouvent dans la première cabane en rondin, et qu'ils peuvent obtenir une réduction complète à l'auberge en l'utilisant. Une fois que Seko panique en entendant cela, parce qu'ils n'ont pas trouvé les cartes, et Kaishiro lui dit qu'elle peut obtenir un remboursement complet, même si elle montre les cartes. Maintenant, il lui dit de les prendre, et Seka prend immédiatement les cartes. Grand étonnement de Seiji, car il ne fait toujours pas entièrement confiance à Keijo. Shajiro est pareil, et il pense que plutôt que d'être un guide, Kayoshiro est quelqu'un qui exploite les débutants. Il pense qu'il peut gérer la situation. Si les choses tournent mal et pour l'instant, il décide de laisser Seiji prendre la décision. Seiji pèse le pour et le contre de la situation, et décide d'engager Kyoshiro pour les guider finalement, car ils ont besoin d'informations et de moyens pour monter de niveau, rapidement. Avec ça, Kaiosho mène le groupe à la grotte, et bientôt un tas de gobelins arrivent là-bas. Seka commence immédiatement à tirer des flèches sur eux, mais aucune d'elles n'atteint sa cible. Shidru est déçu et Kaiosho dit à Seka de penser que ces flèches valent 1 million de yens, avant de tirer. Même si elle est fière de sa richesse, imaginez le coût élevé, rend Seka plus prudente avec sa visée. Elle parvient à abattre un gobelin, d'un coup précis. Ils avancent ensuite. Et Shidru est surpris que Kiyoshiro fasse en fait du bon travail, en tant que guide. Après ça, Kiyoshiro guide tout le monde sur la façon d'utiliser correctement leur arme. Et Sakura replonge dans son ancienne habitude de tirer des flèches sans réfléchir. Keizo demande à Shaidru s'il ne va pas s'entraîner. Et il répond qu'il n'a pas de compétences adaptées. Pour l'instant, Keizo comprend que il est difficile de monter de niveau avec un bâton comme arme. Mais il demande à Shaidru de ne pas être déçu, car la compétence ultime du bâton est vraiment géniale. Shaidru le sait déjà, car quand il est allé dans la forêt pour fabriquer des flèches, il a rencontré un ORC géant, et a décidé d'essayer sa compétence la plus puissante contre lui. Cependant, le système l'a averti que s'il utilisait cette compétence, tout ce qui se trouvait dans un rayon de 200 km serait anéanti, et plus d'1,5 million de personnes mourraient. Alors il l'a annulé immédiatement de toute façon. Kaishu lui dit d'être actif sur le champ de bataille, où il sera forcé de prendre sa retraite. Tout comme lui, il commence à raconter l'histoire de comment il faisait partie d'un groupe de mercenaires. Mais alors que leur chef est devenu roi, il a décliné et a dû prendre sa retraite. Il commence à faire l'éloge du roi, disant qu'il est au niveau 80, et que toutes ses stats sont supérieures à 160. Mais c'est incroyablement faible pour Shaidru. Après cela, ils atteignent enfin la grotte, qui ressemble à des ruines antiques, et tout le monde est impatient de les explorer.
Mais Seka a peur cependant. Une fois qu'elle atteint la grotte, elle devient curieuse des pics de calcaire et commence à bouder quand Kaisho lui dit de rester à l'écart, parce qu'ils sont dangereux. Shijiro se demande si Seka est vraiment une enfant. Seiji lui pose la question, de manière plus sensée. Il révèle d'abord qu'il avait 30 ans dans l'autre monde. Et ensuite, Seka dit qu'elle a 17 ans dans la vraie vie. Et se prépare pour l'université. Tant que Seiji commence à parler de ses études, Shido réalise que Seka est, du moins, intelligente sur le plan scolaire. Après cela, ils combattent des chauves-souris monstres et atteignent la salle du boss. Et Seka apprend enfin à réfléchir, avant de passer à l'action. Kayoshiro lui dit qu'elle ne devrait pas entrer dans la salle du boss, parce qu'elle mourra immédiatement à ce rythme. Et Seka recule. Seiji décide d'arrêter pour la journée, et remercie Kayoshiro pour son aide. Il répond qu'il fera un bon leader. Cependant, avant de revenir, il a un événement spécial pour les novices, et il les mène à une salle de conférence, pour leur organiser une fête. Il dit qu'une autre personne invoquée a créé cet espace sûr, où aucun monstre ou magie ne peut pénétrer. Et à l'intérieur, il y a des chips et des boissons. Shijiro utilise immédiatement ses compétences de détection de poison, et découvre que les bords des canettes ont été trafiqués avec un somnifère. Heureusement, Seiji est assez prudent pour refuser l'offre. Mais quand Kiyoshiro agit de manière triste et déprimée, il s'excuse d'avoir douté de sa sincérité. Il accepte de célébrer avec lui et Shaidru. Loki est-il quand même déçu par la bonté de Sagi? Tout le monde commence à manger et à boire. Et Shaidru décide de les distraire avec une conversation, afin de pouvoir leur jeter un sort d'antidote. Il demande ce qu'ils faisaient tous avant de venir ici. Et l'ambiance de la pièce retombe rapidement. Shaidru réalise immédiatement que tout le monde ici a fui sa vie précédente, y compris lui-même. Mais ensuite, Sagi décide de se confier un peu sur son passé. Il raconte qu'il a quitté l'école, après s'être ennuyé de tout, a décidé de créer sa propre entreprise, appelée Success Life. Shaidru se souvient être allé une fois dans cette entreprise, pour faire une présentation commerciale, et le PDG ressemblait beaucoup à Sagi. Il s'avère que Seiji se souvient aussi de lui, car il a eu un grand impact sur lui. Et bien qu'il ne révèle pas son nom, révèle qu'un vendeur est venu le voir, sans rendez-vous, et a essayé de lui vendre un copieur coûteux. Il a essayé de négocier, mais le vendeur a dit qu'il le ferait sourire, et ne le laisserait jamais tomber. Il lui a aussi demandé de se détendre, car il était le PDG, et inspiré par ses mots. Seiji a laissé ses employés gérer l'entreprise. Heureusement, son entreprise a pris de l'ampleur et tout allait bien. Mais ensuite, il a décidé de remplacer son personnel par l'IA, ce qui a mené son entreprise à la faillite. Il est devenu déprimé et a eu l'impression d'avoir gâché l'opportunité que le vendeur lui avait donnée. Et pourquoi, quand il est venu ici, il a juré qu'il ne laisserait jamais personne tomber. Il révèle soudainement que le nom du vendeur était aussi Shaidru. Mais notre gros bonhomme prétend qu'il n'était pas le vendeur. Peu après, tout le monde s'endort à cause des drogues. Kaisho amène sa bande de voyous pour les emmener. Cependant, Shaidru fait seulement semblant de dormir, afin de pouvoir s'occuper des voyous. Lorsque l'occasion se présente, les brutes commencent à menotter tout le monde. Et alors que Shaidru est sur le point d'agir, Sagi se lève, disant aux brutes de ne pas faire de mal à son groupe. Kaisho ne le prend pas au sérieux, car il sait que Seiji tient à peine debout. Et il dit à ses hommes de continuer leur travail. Shijiro ne peut pas utiliser ses capacités maintenant, car il ne veut pas que Seiji soit pris entre deux feux. Mais heureusement, Seiji tente de provoquer les brutes, seulement pour se faire projeter contre le mur. Kaishiro dit à ses hommes de ne pas blesser leurs produits. Cela réduirait leur valeur. Et Seiji s'énerve en entendant cela. Il dit que les gens qui viennent ici ont déjà été brisés par la vie. Et quand ils obtiennent une seconde chance, des gens comme lui les enfoncent. Kaishiro lui dit de faire la leçon à quelqu'un qui l'écoutera. Dit à ses hommes de s'occuper de lui. Shaidru décide que c'est son moment de rejoindre le combat. Et il saute simplement sur les bandits, les écrasant sous son poids. Au lieu d'utiliser ses statistiques d'attaque, il dit à Seiji de prendre les filles et de s'enfuir, lui laissant tout. Mais Seiji refuse de le laisser seul en danger. Il dit aux bandits de ne pas s'en prendre à eux, car il peut les mettre KO en un seul coup. Mais tout le monde pense qu'il bluffe. Les bandits foncent vers lui. Mais Shaidru décide de les intercepter, en rebondissant partout, absorbant leurs minables coups de poing, et en les écrasant sous son poids. Kyosho dit à ses hommes de s'occuper d'abord du cochon sauteur, et Seiji lui demande de s'enfuir, car il va s'en occuper. Les brutes sautent sur Shaidru, même s'ils ne lui font pas vraiment de dégâts. Mais ensuite, l'un d'eux lui met les doigts dans les narines. Soudainement, une lumière vive commence à émaner de la main de Sage, alors qu'il dit aux bandits de reculer, avant que sa lumière de vérité ne transperce leur cœur maléfique. Ils sont pris de court et demandent quelle est cette compétence, et Seiji explique qu'il a fait un serment dans son carnet spécial, qu'il ne laissera jamais tomber ses amis, et que s'il le faisait, il en paierait le prix. À cause de ce serment, il a reçu beaucoup de points bonus, et il les a mis dans sa compétence spéciale.
qui s'active quand il est en colère. Il dit aux bandits que c'est leur dernière chance de s'enfuir. Mais Kaiosho dit qu'ils vont juste lui couper la main, avant qu'ils ne puissent les attaquer. Shajiro décide de voir ce que l'attaque de Seiji peut faire. Et il devient un bouclier pour lui, lui disant qu'ils doivent travailler ensemble, car ils sont en infériorité numérique. Seiji alors utilise sa compétence spéciale pour se transformer en Super Saiyan, une forme que même Goku n'a pas encore débloquée, disant aux voyous qu'ils paieront pour leurs péchés. Maintenant, Kiyoshiro et ses hommes paniquent, parce qu'ils n'ont jamais vu personne se transformer comme ça auparavant. Et Shajiro est assez curieux de voir ce que Super Saiyan Seiji peut faire. Seiji hurle soudainement le nom de sa prochaine attaque. Et sa main commence à briller encore plus fort. Il fonce ensuite vers Kiyoshiro, mais s'arrête juste avant de le frapper au visage. Keshu lui demande pourquoi diable il s'est arrêté. Et Seki dit que ce n'est pas à lui de le juger, car c'est le rôle de la loi de ce pays. Il sait qu'il peut facilement détruire les bandits. Ce moment, mais il veut leur donner une chance de se repentir pour leurs péchés et de commencer une nouvelle vie. Shijiro sait que c'est aussi stupide que possible pour quelqu'un, en essayant d'être une personne juste et bonne, mais il n'essaie pas d'arrêter Seiji. Soudain, Kiyoshiro dit à Seiji qu'il a gagné. Il pose son arme, s'agenouille en acceptant sa punition. Et le naïf Seiji le croit. Il commence à s'éloigner, disant à Kiyoshiro qu'il ne lui pardonnera pas s'il commet un autre crime. Shijiro ne le prévient pas non plus cette fois-ci, même si il sait qu'il fait la pire des erreurs, en tournant le dos à l'ennemi. Profitant de cette chance, Keizo se précipite pour attaquer Seiji, mais Shajiro le fait trébucher avec sa technique de roulade. Les bandits maudissent Shajiro et commencent à le frapper à coups de pied, mais leurs attaques ne lui font aucun dégât. Shajiro retire nonchalamment une crotte de nez et la propulse vers le mur, créant une énorme explosion. Tandis que tout le monde fixe le mur détruit, sous le choc, Shaidro pointe furtivement le point lumineux de Sage vers le mur, pour leur faire croire que c'est lui qui a fait ça. Cependant, le problème est que même Sage n'arrive pas à y croire. Et Shaidro décide de passer à la vitesse supérieure. Dit qu'il a clairement vu Seiji exécuter son mouvement ultime. Et qu'un faucon blanc est descendu du ciel, faisant exploser le mur. Les bandits croient totalement à cette histoire, avant même que Seiji lui-même ne soit convaincu. Ils tombent à genoux, en réalisant qu'ils ne peuvent pas gagner. Et Kiyoshiro a des larmes et de la morve qui lui coulent sur le visage, alors qu'il jure qu'il ne fera plus jamais de mauvaises choses. Shijiro réalise que ce n'est pas suffisant pour les punir. Et il ordonne aux bandits de se mettre en rang. Ils obéissent immédiatement et ensuite, Shijiro demande à Seiji de les frapper avec son attaque spéciale. Seiji hésite, parce qu'il ne veut pas punir quelqu'un qui a déjà accepté la défaite. Les bandits sont aussi terrifiés, parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir s'ils sont touchés par cette attaque. Alors Shajiro propose un compromis, disant à Seiji de gifler ces salauds, avec son poing juste, afin qu'ils connaissent la douleur des autres. Il parvient à convaincre Seiji qu'il est le seul à pouvoir ramener ces bandits sur le droit chemin. Avec le pouvoir de l'amour, il se souvient que Seiji a affirmé que son poing lumineux peut transpercer tout mal. Et si les bandits font encore semblant, ils seront anéantis par sa gifle. Cependant, s'ils ont vraiment changé d'avis, ils seront indemnes cependant. À sa grande surprise, Seiji reprend sa forme normale, disant que, s'il veut changer le cœur des bandits, par le pouvoir de l'amour, il ne peut pas le faire en utilisant sa forme de Super Saiyan, alimentée par la colère. Les bandits n'arrivent pas à croire que quelqu'un puisse être aussi stupide, mais tout cela tourne quand même en leur faveur. Seiji a les larmes aux yeux alors qu'il les gifle avec amour. Et les bandits le remercient de leur avoir donné une chance. Après avoir été giflé, tout le monde a été giflé. Shijiro ligote les bandits, pendant que Seiji porte les filles en sécurité. Cependant, il est trop épuisé pour finir le travail, et s'effondre. Les bandits retrouvent soudain l'espoir de pouvoir gagner contre lui maintenant, et ils essaient de soudoyer Shaidro pour qu'il rejoigne leur camp. Ils promettent d'amener des femmes qui le feront, même avec un salaud laid comme lui. Et en plus de ça, ils le paieront davantage. Cependant, Kaju décide de leur montrer qu'il est juste laid, mais pas un salaud. Il claque simplement ses menottes pour effrayer les bandits, et ensuite, leur dit que Seiji est encore plus fort que lui. Les bandits ne peuvent que le maudire d'avoir refusé leur offre. Et Shaidro ne se soucie pas vraiment de leurs commentaires. Bientôt Kayoshiro et ses hommes sont remis aux autorités locales. Et Shijiro et son groupe obtiennent une énorme somme d'argent en collectant leurs primes. Les filles sont vraiment excitées de voir autant d'argent. Et Seiji dit qu'ils devraient le diviser entre eux. Seki dit qu'elles étaient inconscientes, donc elles ne méritent pas d'argent. Seiji devrait le prendre, parce qu'il a vaincu les bandits. Elle demande ensuite à propos de Shajiru, et Seiji dit que Shajiru était encore plus courageux que lui. Et il a encaissé tous les coups pour le garder en sécurité. Les filles disent que Shajiru a été le MVP de la mission, dans ce cas et qu'il devrait recevoir le plus d'argent. Seiji est d'accord avec elle, mais Shajiro ne veut pas prendre l'argent, car il sera réduit à 1% du montant, alors il dit à Seiji. Il a une mauvaise habitude de dépenser l'argent, dès qu'il l'obtient.
et il veut que quelqu'un de confiance le garde. Pour lui, Seiji n'adhère pas vraiment au plan. Mais quand Chihiro insiste sur le fait qu'il ne peut pas garder l'argent, Seko se porte volontaire pour gérer son argent en son nom. Seiji ne pense pas que ce soit une bonne idée pour quelqu'un d'aussi naïf et impulsif qu'elle, pour gérer cette somme. Mais Chihiro la laisse prendre l'argent, parce que cela l'aidera à lui rembourser sa dette, quand il quitte la fête peu de temps après. Seka emmène Seiji au restaurant de hamburger, pour lui offrir quelque chose de sympa, et il pense que c'est leur dernier repas ensemble. Parce que maintenant, il peut s'enfuir seul sans aucune culpabilité. Seka revient bientôt avec 2 Happy Meal. Et Chihiro lui demande si elle aime beaucoup les hamburgers. Elle lui dit qu'elle en a mangé pour la première fois, il y a 2 jours et qu'elle est immédiatement tombée amoureuse. Et Chihiro n'arrive pas à croire elle n'ait jamais mangé de burger dans le monde réel. Bref, il commence à manger et Seka l'interroge sur ses stats. Chihiro répond qu'elles sont plutôt ennuyeuses. Et elle lui dit qu'il n'a pas dû le remarquer. Mais que baisser son apparence donne beaucoup de points de stats. Chihiro est choqué d'apprendre que Seka l'a découvert. Aussi et il lui demande si elle a réduit ses points d'apparence. Aussi, elle lui dit qu'elle les a baissés à -16. Et il n'arrive pas à y croire, parce qu'elle est trop jolie pour ça. Seko lui dit fièrement qu'elle a utilisé la note spéciale, fonctionnalité sur l'écran d'accueil, pour souhaiter devenir jolie. Et que cela a en quelque sorte annulé ses faibles stats d'apparence. Chihiro reçoit le plus grand choc de sa vie, en réalisant qu'il aurait pu le faire. Et devenir beau aussi. Mais il est trop tard pour ça maintenant. Juste à ce moment-là, Seka aperçoit un chat, et dit avec enthousiasme qu'elle n'en a jamais vu de près. Elle commence à se demander s'il y a une chance que le chat puisse venir ici. Et quand Chihiro lui dit d'aller juste le caresser, elle lui lance un regard réprobateur. Cependant, elle réalise immédiatement que son conseil a du sens, et dit qu'elle a oublié qu'elle pouvait marcher maintenant. Elle se précipite alors maladroitement vers le chat, et Chihiro comprend son problème. Pendant qu'elle essaie de caresser le chat, le timide Drew va aux toilettes et commence à pleurer. En pensant à la vie difficile de Seka, il réalise maintenant que dans le monde réel, elle doit souffrir d'une maladie qui l'a laissé paralysée très jeune. Il la plaint et se demande s'il n'y a pas de Dieu. Quand soudain, il réalise qu'il est le Dieu tout-puissant dans ce monde. Et qu'il ne pourra peut-être pas changer la réalité, mais il peut l'aider d'autres manières. Juste à ce moment-là, Seka frappe à la porte en demandant s'il a besoin de médicaments, et le timide Drew lui dit qu'il va bien. Pendant qu'il se rafraîchit, il réalise que Seka est maladroite avec son corps, et naïve lorsqu'elle interagit avec les autres, à cause de son passé. Cela fera d'elle une cible facile pour les méchants. Alors il décide de rester avec elle et de la protéger, jusqu'à ce qu'elle devienne une adulte pleinement compétente. Peu après, ils arrivent à l'auberge, et Sagi organise une réunion pour décider de leur classe de métier, afin qu'ils puissent former un groupe plus dynamique. Il déclare qu'il deviendra le héros. Seka deviendra une archère, la Loli blonde deviendra une mage, et Chihiro deviendra un combattant épique. Chihiro n'aime pas ajouter l'adjectif épique à sa classe de métier pour une raison inconnue. Seka prend soudainement la parole, disant qu'elle veut être une héroïne elle aussi. Mais quand Chihiro lui dit qu'elle peut devenir la combattante épique à sa place, elle refuse immédiatement. Au final, Seiji reste le seul héros du groupe. Seka devient donc une mage à la place. Et la Loli décide de devenir une chasseuse, tandis que Chihiro conserve également sa classe de métier. Une fois qu'ils ont acheté leur nouvel équipement, Seiji décide de se rendre dans la plus grande ville de la région. Mais avant cela, il établit un budget pour les collations, en gardant à l'esprit les habitudes de dépenses de Seka. Sur ce, la réunion est levée. Mais Seka reste derrière pour parler à la Loli, qui est sa première amie ici. Elle est nerveuse de lui parler. Mais le timide Drew lui souhaite silencieusement bonne chance. Seka parvient enfin à rassembler le courage de lui demander de jouer à la corde à sauter avec elle, disant qu'elle s'est entraînée pour ça. La Loli accepte, et les deux filles vont changer leurs vêtements pour pouvoir jouer. Pendant ce temps, Shiju se souvient comment les choses ont tourné ainsi plus tôt. Quand il faisait du shopping avec Seka, elle voulait acheter une arme stylée. Mais il l'a dissuadée d'acheter quelque chose de dangereux, en disant que seuls les combattants épiques les utilisent. Cependant, elle s'est entêtée à vouloir acheter un nunchaku, mais grâce à une collaboration inattendue entre Chihiro et le commerçant, elle a finalement opté pour une corde à sauter. Une fois qu'ils ont quitté la boutique, Chihiro lui a appris à utiliser la corde, et elle a rapidement pris le coup. Cependant, son esprit a vite divagué vers la fille blonde, et comment elle voulait devenir son amie, même sans connaître son nom. Chihiro a suggéré quelques moyens de devenir son amie, et cela le ramène au présent, où il espionne les deux filles pendant qu'elles jouent. La fille blonde apprend rapidement à sauter à la corde avec Seka. Mais quand elle aborde le sujet de son nom, elle arrête brusquement Seka. Seka réalise qu'elle ne veut vraiment pas partager son nom, et dit alors qu'elle en a discuté plus tôt avec Shaju, et qu'ils ont trouvé le surnom Brice pour elle. La Loli blonde reste complètement silencieuse en entendant cela, et recommence à sauter à la corde, sautant vraiment ou à la fin. Tout le monde est surpris par cela, et bientôt une foule immense l'envahit.
lui demandant de rejoindre leur groupe. Seka essaie de s'approcher d'elle. Mais tout le monde l'ignore et un gars la pousse même. Elle se met soudainement à pleurer. Et Shaidru n'a pas d'autre choix que d'aller l'aider. Les gens paniquent en le voyant. Le traite de monstre, mais la fille blonde, Riz, leur dit qu'il est membre de leur groupe. Elle s'inquiète aussi pour Seka, et dit qu'elle voulait juste la rendre heureuse, en lui montrant un tour. Et Shaidru lui dit que une simple réponse aurait été plus efficace. Riz commence à se sentir vraiment coupable de cela, et s'enfuit en pleurant. Et à la fin, Shaidru va consoler Seka tout le chemin du retour à l'auberge. Cependant, dès qu'elle est sur le point d'entrer dans sa chambre, elle trouve une lettre de Riz, s'excusant pour plus tôt, et la remerciant pour le surnom. Seka s'empresse de sortir pour la chercher. Mais Shaidru avait déjà remarqué Riz. Caché derrière le coin, il lui demande de sortir. Elle lui dit qu'elle a besoin de lui parler en privé. Il lui demande de ne pas le poursuivre en justice par la suite, puis entre dans la chambre, où Riz fait une prosternation éclair pour s'excuser auprès de lui. Il est confus quant à la raison pour laquelle elle s'excuse auprès de lui. Mais ensuite, Riz révèle qu'elle connaît son nom légal complet, ainsi que le fait qu'il était le vendeur dont Saji parlait. Shaidru est pris au dépourvu par cela, mais il maintient la mascarade, demandant à Riz pourquoi elle pense ça. Elle lui dit que elle a choisi la capacité spéciale de lire les fenêtres de statut des autres, et elle peut voir leur vrai nom, leurs statistiques, ainsi que les choses qu'ils ont écrites dans la note spéciale. Shaidru panique, en réalisant qu'elle a lu ces notes, qui le font passer pour un incel frustré. Et il se prend le visage dans les mains en demandant à Riz ce qu'elle veut. Elle lui dit que cela concerne Seka, et demande à Shaidru s'il a compris que son corps était paralysé. Dans sa vie précédente, il acquiesce. Riz révèle alors soudainement que c'était elle qui a brisé Seka dans sa vie antérieure, et elle est là pour expier ses péchés. Shaidru est curieux à ce sujet et demande ce qu'elle a fait à Seka. Riz répond que dans sa vie passée, elle faisait partie d'un programme qui visait à changer la vie des gens. Seka était l'un des enfants avec lesquels il travaillait, et elle voulait sincèrement qu'elle mène une vie meilleure. Cependant, un jour, une explosion s'est produite dans leur bâtiment, et Seka a été gravement blessée lors de celle-ci. Riz commence à pleurer en disant qu'elle n'a pas réussi à empêcher l'accident. Et sauver Seka, elle regrettait l'incident qui s'était produit, à cause de malentendus entre les personnes qui y travaillaient. Et pour éviter des choses pareilles, elle a écrit dans ses notes spéciales qu'elle voulait mieux connaître les gens. Shaidru comprend que c'est la raison pour laquelle Riz a obtenu le pouvoir de consulter le statut des autres. Il l'interroge sur le programme auquel elle participait, et elle lui dit que cela avait trait à l'intelligence artificielle. Son histoire rappelle immédiatement à Shaidru que la compagnie de Sage a fait faillite à cause d'une IA, un programme qui a échoué à cause d'une explosion. Et il demande à Riz si elle parle de ça. Elle confirme, révélant qu'elle est en fait la sœur de Saji. Mais elle a complètement changé de comportement et de personnalité ici pour qu'il ne la démasque pas. Shaidru a toujours des doutes sur son histoire. Mais Riz lui dit qu'elle ne peut pas mentir, car c'était le prix à payer pour obtenir sa capacité spéciale. Elle sent que leur arrivée dans ce monde, même temps n'est pas une coïncidence, et que leur destin était lié dans leur vie précédente. Aussi, elle sait que Shajiru essaie de rendre Seka heureuse, et de guider Seiji à devenir un meilleur aventurier. Et elle lui demande de la laisser l'aider pour cela. Shaidru lui dit que Saji et Seka sont trop purs de cœur, et qu'ils ont besoin de son soutien pour rester en sécurité dans ce monde. Elle accepte de travailler avec Riz, et elle lui fait un coup à la Sakura, se coupant les cheveux pour montrer sa détermination. Shaidru est confus, parce que ça n'avait absolument aucun sens de faire ça. Et Riz lui dit que Seka a dit qu'elle était belle avec les cheveux courts. Quoi qu'il en soit, il scelle formellement un pacte avec cela, afin qu'ils puissent aider leurs deux autres amis. Lendemain matin, ils se préparent à partir pour la capitale, et Shaidru arrange une étrange tortue, une créature hybride chèvre qui transportera leurs bagages. Riz est la dernière à arriver, et elle est émue aux larmes quand Seka lui dit qu'elle est jolie avec les cheveux courts. Ils commencent leur voyage avec ça, et tombent bientôt sur un tas de monstres. Seka en abat un avec la magie de glace, et quand un autre monstre l'attaque, Saji la protège pendant que Riz couvre leurs arrières. Ils se débarrassent rapidement des monstres, et Seka montre son talent de magicienne à Shaidru, qui ne peut que hocher la tête pour confirmer qu'elle est douée. Seiji fait ensuite remarquer que puisque le soleil se couche, ils devraient trouver un endroit pour installer leur camp, et tout le monde est d'accord. Ils se dirigent vers la ville de Valeria, et parce que Seka voulait de l'aventure, ils ont choisi de traverser les montagnes, qui sont remplies de monstres dangereux, et non pas non plus d'auberges ou logés. Heureusement, ils trouvent un tronc d'arbre creux, où ils peuvent se reposer la nuit, et Seka est vraiment excitée à ce sujet. Seiji lui demande si elle aimerait ramasser du bois de chauffage, ou aller pêcher, et Seka déclare avec assurance qu'elle attrapera le plus gros poisson de la rivière. Mais elle accroche d'abord maladroitement sa propre robe. Shaidru réussit à la décrocher, et l'emmène ensuite pêcher. Mais ils ne peuvent qu'attendre que le poisson morde à l'hameçon. Soudain,
Seka commence à raconter qu'elle est une pleurnicheuse et qu'elle veut devenir plus mature et posée. Shai-Drew lui dit que il n'y a en fait pas besoin de ça, parce que pleurer n'est pas une mauvaise chose. Il lui dit que les gens ne pleurent pas seulement parce qu'ils sont tristes, mais aussi quand leurs cœurs sont remplis d'autres émotions qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il se souvient de son passé, tandis qu'il dit que les gens perdent progressivement la capacité de pleurer, et cela les empêche de devenir plus forts. Il dit à Seka qu'au lieu d'apprendre à ne pas pleurer, elle devrait apprendre à découvrir ce qui a ému son cœur. Seka est ému aux larmes en entendant cela aussi. C'est alors que Riz arrive là, en apprenant qu'ils n'ont encore rien attrapé. Elle tire simplement sur des poissons dans la rivière, et les tend ensuite à Seka. Elle court avec enthousiasme au campement pour les donner à Saji. Et pendant ce temps, Riz dit que Seka a toujours l'air heureuse quand elle est avec le timide Drew. Elle croit que c'est une personne qui peut facilement faire sourire les autres. Le groupe sera en sécurité de plusieurs façons avec lui ici. Shai-Drew est troublé par cela, mais il décide ensuite de rentrer. Riz l'arrête et lui demande de ne révéler son identité à personne, car cela pourrait diviser leur groupe. Et il accepte sa demande. Bientôt ils atteignent le camp, où Saji et Seka ont déjà commencé à cuisiner. Alors qu'ils s'assoient pour manger, Seka imite les manières de Riz, tandis que le timide Drew demande à Saji ce qu'il pense de leur voyage et de leur objectif. Seji devient sérieux en entendant cela, et répond qu'ils n'ont pas d'objectif final. Pour l'instant, atteindre Valeria est leur objectif immédiat. Et Seji prévoit d'en apprendre davantage sur ce monde et ses problèmes, afin qu'ils puissent déterminer ce qu'ils doivent faire. Shai-Drew est impressionné par sa pensée logique, quand soudain il entend un son venant des buissons. Une femme gravement blessée et épuisée sort de la forêt et s'effondre juste au moment où le groupe de Shai-Drew la remarque dans ses rêves. La femme pense à la façon dont elle courait devant des bandits plus tôt. Bien qu'étant une personne réincarnée dans ce monde, elle ne pouvait pas les combattre. Et elle a blâmé ses notes spéciales pour cela. Dans sa vie passée, elle était discrète, moche et son petit ami l'a larguée pour une jolie fille. Tout le monde dans son cercle social se moquait constamment d'elle. Et la femme a commencé à détester les jolies filles. À cause de cela, soudainement, son rêve se termine et elle se retrouve au campement. Avec Saji qui prend soin d'elle. Il lui dit qu'ils ont nettoyé ses blessures et appliqué les premiers soins juste à ce moment-là. Seka arrive avec de l'eau tiède pour la nettoyer. Et la femme tressaille, parce qu'elle déteste à quel point elle est jolie. Seji lui dit que Seka était celle qui avait jeté un sort de guérison sur elle. Mais cela ne change pas non plus l'attitude de la femme. Elle devient encore plus irritée lorsque Seka essaie de lui parler et demande à Seji de la rapprocher du feu. Seka est contrariée par cela, mais Shijiro veut qu'elle apprenne que elle ne devrait pas essayer d'envahir l'espace personnel d'un étranger juste après l'avoir rencontré. De plus, il veut qu'elle se tienne à l'écart de la femme manchotte, car il connaît la vérité à son sujet. Plus tôt, quand la femme s'est effondrée, Seji lui a demandé d'apporter de l'eau. Shijiro s'est précipité vers la rivière, mais Riz l'a arrêté, et l'expression sur son visage lui a dit que quelque chose n'allait pas. Elle lui a dit que la femme était une réincarnée, comme eux, et que sa note spéciale était plutôt dangereuse. Elle avait écrit qu'elle ne pardonnerait jamais aux jolies filles, et les tuerait brutalement. Et tous les deux pensaient qu'elle ciblait clairement Seka. De retour au présent, Seji réconforte la femme, qui se présente comme Ria. Il lui demande si elle veut de la nourriture. Elle accepte volontiers, mais quand Seka lui tend un bol, la haine en elle commence à déborder. Ria essaie d'attraper son arme. Mais heureusement, Riz l'avait déjà prise. Et actuellement, elle la surveille en permanence. Shijiro continue aussi de surveiller Ria, pour l'arrêter si elle fait quelque chose de mal. Mais Seji et Seka n'en ont aucune idée. Seji demande à Ria comment elle a été blessée, et elle lui dit que des gens ont tendu une embuscade à leur groupe, et qu'elle a été séparée de ses amis. Shijiro se demande quelle part de cette histoire est vraie, mais Seji croit la femme, lui propose de la protéger jusqu'à ce qu'ils atteignent Valeria. Elle est ravie d'accepter cette offre, mais quand Seka lui dit de faire confiance à leur chef de groupe, elle s'énerve de nouveau et se fait mal à son bras blessé. Seji lui demande de se détendre, mais Ria lui dit qu'elle a besoin d'aller à la rivière. Elle demande à Seka de l'y emmener, et Seji lui dit qu'il le fera à sa place. Ria dit qu'elle prévoyait en fait d'y prendre un bain. Et il doit être un vrai pervers s'il veut l'espionner. Saji est déconcerté, et ensuite Seka lui demande innocemment s'il est un pervers. Il est assommé par les dégâts émotionnels. Et alors que Shai-Drew se lève pour le réconforter, Ria lui dit que, s'il s'approche à moins de 3 mètres d'elle, elle hurlera. Il lui dit qu'il ne veut pas s'approcher d'elle non plus. Soudainement, Riz arrive et propose de l'emmener à la rivière. Mais parce qu'elle ne peut pas mentir, ne peut pas non plus cacher ses vraies expressions. Shai-Drew souhaite qu'elle au moins cache son intention meurtrière, car cela effraie Ria. Et elle insiste pour que Seka l'emmène à la rivière. Seka n'a aucun problème et lui ramène son arme, au cas où il serait attaqué par des monstres. Shai-Drew panique,
parce que cela la mettrait en encore plus grand danger. Mais Riz les suit pour protéger Seka. Chihiro commence aussi à les suivre. Mais Seiji l'arrête, disant qu'il devrait respecter l'intimité des femmes. Il répond que Ria est dangereuse. Et Seiji admet que le charme d'une femme adulte est, en effet, dangereux. Chihiro ne veut pas d'une charge de son simple. Il ne peut toujours pas partir sans éveiller les soupçons. Alors il commence à sauter entre les deux endroits, à la vitesse de la lumière pour garder un œil sur Seka. Seka est étonné en le voyant flou. Mais Shai-Drou dit qu'il doit être fatigué et qu'il voit des choses. Il lui dit de se reposer. Et ensuite utilise le sort de sommeil sur lui, le mettant rapidement KO. Il va ensuite au bord de la rivière et veille sur Ria, qui pointe soudainement son épée sur Seka. Seka est choqué de voir cela. Il lui demande si elle a fait quelque chose pour l'offenser. Ria lui dit qu'elle n'a rien fait. Et qu'elle est au contraire une bonne fille. Mais elle ne peut pas désobéir à ce qu'elle a écrit. Dans ses notes spéciales, elle dit à Seka qu'elle a juré de tuer toutes les jolies filles. Parce qu'elles ont ruiné sa vie sur Terre. Alors elle a juré de se venger d'elles. Elle est venue dans ce monde. Elle a rejoint diverses équipes d'aventuriers, massacré les jolies filles, puis filé à la prochaine fête. Mais ils finissent par la rattraper. Elle annonce à Seka que c'est son tour de mourir aujourd'hui. Mais au moment où elle s'apprête à frapper, Ri lui arrache l'épée des mains. Elle repousse Ria et au moment où elle essaie d'attraper son arme, Chihiro débarque et lui saisit la main. Elle lui ordonne de la lâcher. Mais il dégaine son épée, lui annonçant qu'elle ne peut plus s'échapper. Soudain, une lumière aveuglante les éblouit tous. Ils se demandent ce qui se passe. Et en regardant vers la source lumineuse, ils réalisent qu'elle provient de Seka. S'est transformée en un véritable ange. Chihiro est sidéré de voir qu'après Seiji, ils ont une autre personne dans leur équipe, qui peut se transformer. Seka se met à flotter vers Ria, lui disant que, plus besoin de souffrir. Ria, quant à elle, la somme de rester loin si elle ne veut pas mourir. Mais son bras sectionné se met à lui faire horriblement mal, et elle s'effondre au sol. Seka lui demande si elle désire faire du mal aux gens. Ria réplique que non. Mais elle ne peut pas surmonter ce qu'elle a inscrit dans sa note spéciale. Chihiro a aussi pitié de la pauvre fille, qui est devenue une sorte de Jeffrey Dahmer féminine, à cause de ses notes spéciales. Mais Seka est convaincue. Il doit exister un moyen de changer cela. Elle se dirige en flottant vers Ria qui lui repousse les mains. Mais Seka prie ensuite pour qu'elle arrête de souffrir. Soudain, une décharge de lumière jaillit de ses mains. Et la main sectionnée de Ria se régénère instantanément. Elle est émue de revoir son bras. Et Chihiro est stupéfait, car même en étant le dieu absolu, il ne peut accomplir de tels miracles. Saka révèle soudainement qu'elle a inscrit dans ses notes spéciales que si ses amis souffrent un jour, ils souhaitent devenir un ange, afin de les guérir et de leur permettre de retrouver ce qu'ils ont perdu. Ria éclate en sanglots, en réalisant que Seka la considère comme une amie. Et Seka commence alors à raconter sa vie passée. Elle dit qu'elle avait une horrible cicatrice sur le visage, et qu'elle avait même perdu un de ses yeux. Et elle ne veut pas que quiconque vive des choses similaires. Elle pense ne pas pouvoir guérir les blessures émotionnelles que Ria endure. Mais elle dit qu'ensemble, elles peuvent trouver un moyen de guérir cela. Aussi, cependant, Ria lui dit de s'éloigner d'elle, la traitant de laide. Elle réalise soudainement le remède à sa situation, et dit à Seka que son visage en pleurs est laid. C'est pourquoi elle n'est plus sa cible. Elle s'enfuit avec ça, laissant Seka confuse et blessée. Riz décide de poursuivre Ria pour voir ce qu'elle fait. Et puis Seka reprend soudainement sa forme normale. S'effondre, mais heureusement, Chihiro est là pour la rattraper. Pendant ce temps, Ria trouve un endroit isolé et grave quelque chose sur un arbre, avant de tourner son épée vers son visage. Cependant, Chihiro arrive en courant à ce moment-là, et lui fait tomber l'épée des mains. Parce que Riz l'a informé, il essayait de se rendre aveugle, afin que ses notes spéciales ne fonctionnent plus. Ria lui demande s'il est là pour la tuer. Mais Chihiro lui dit qu'il n'est pas tombé si bas. Il dit à Ria que si elle se blesse les yeux, Seka sera triste, mais il comprend bien ses raisons. Par conséquent, il propose de faire un marché avec elle, dans lequel elle ne perdra que sa vision, sans perdre ses yeux. Ria demande « Comment peut-il faire ça ?» Et Chihiro lui montre la compétence ultime d'éléments sombres, appelée le sceau des 5 doigts du monde souterrain, qui peut sceller un de ses 5 sens, mais la rendre encore plus forte. En retour, elle lui demande « Qui diable est-il pour avoir de si puissants sorts ?» Et Chihiro répond qu'il est un homme d'affaires. À court de nourriture, il lui dit que ce sort est la meilleure chose qu'il puisse lui offrir, parce qu'il la rendra aveugle sans lui blesser les yeux. Il lui dit ensuite aussi que le sort durera, jusqu'à ce qu'il soit annulé par un puissant sort d'éléments lumière. Donc, il ne sera probablement pas annulé de sitôt. Ria lui demande « Pourquoi diable va-t-il si loin pour l'amour de Seka ?» Et sa supposition la plus évidente est que c'est parce qu'elle est plutôt timide. Drou lui dit qu'il n'est pas si superficiel,
révèle qu'il a un peu foiré ses notes spéciales. Il dit qu'au début, il ne pouvait faire confiance à personne, pas même à son équipe. Mais Seko a été gentil avec lui malgré son apparence repoussante. Donc il essaie juste de lui rembourser la dette qu'il lui doit. Ria répond que ça doit être vraiment super de faire partie d'une bonne équipe. Et Shedro lui propose de se joindre à eux, car Sagi l'acceptera, après avoir entendu son histoire. Elle refuse car elle a déjà trop péché. Et maintenant elle veut tracer sa propre voie. Cependant, elle accepte son marché de l'aveuglé, et Shedro utilise rapidement sa compétence sur elle. Plus tard, il retourne voir Seka, qui s'est enfin réveillée. Maintenant, il lui raconte comment son pouvoir a régénéré le bras de Ria. Et elle est contente, pensant qu'elle peut maintenant aider beaucoup de gens. Cependant, Shedro lui dit qu'il devrait garder son pouvoir secret, parce qu'il est trop précieux. Elle ne comprend pas son raisonnement. Alors il lui dit que les voleurs volent les choses précieuses dans les histoires, et son pouvoir tombe dans la même catégorie. Seka devient un peu triste en entendant cela, puis Shedro renforce encore son histoire, en lui disant que Ria a essayé de la tuer. Parce qu'elle est jolie, dit-il, qu'elle devrait se protéger des méchants. Comme ça, et Seka demande ce qu'elle doit faire. Il lui dit qu'elle ne devrait pas douter de tout le monde, mais prêter attention à leur comportement, et découvrir s'ils sont amis ou ennemis. Seka est ravi d'entendre ça. Et puis Shedro lui dit que, cas où elle rencontrerait quelqu'un de dangereux, même après avoir été prudente, elle devrait l'appeler fort. Et il viendra l'aider instantanément. Il dit qu'elle peut se permettre d'échouer une ou deux fois, parce qu'il la couvrira. Et elle est émue en entendant cela. Elle tend alors sa main vers lui, pour sceller leur accord avec une poignée de main, et malgré le fait de savoir que, il encaissera d'énormes dégâts. Shedro lui prend la main. Il ressent une douleur intense à cause de ça. Mais il fait de son mieux pour la retenir, afin de ne pas lui écraser la main. Le lendemain, Shadro dit à Sagi que Ria est partie la nuit dernière. Et elle a aussi laissé un message pour Seka avant de partir. Elle emmène tout le groupe avec lui vers l'arbre, où Ria gravait son message la nuit dernière. Dans le message, elle remercie Seka d'avoir guéri ses blessures physiques et émotionnelles, et promet de l'aider s'ils se rencontrent à nouveau. Seka est ému en lisant ça. Et Sagi pense qu'il aurait dû au moins la raccompagner. Mais Shidou leur dit que Ria était heureuse quand elle est partie. Elle a dit qu'elle trouverait sa propre voie. Après ça, ils reprennent leur voyage vers la ville de Valeria. Et pendant que Sagi et Sokka commencent à parler à quel point ils sont excités d'aller dans un nouvel endroit, Riz se souvient de la conversation qu'elle a eue avec Shedro. La nuit dernière, il lui a dit comment il a privé Ria de sa vue, pour qu'elle n'attaque plus les filles désormais. Et Riz était surprise. Elle était encore plus surprise par la transformation de Seka, car ses notes spéciales ne mentionnaient rien de tel. Pendant ce temps, les notes spéciales de Seiji avaient une explication très détaillée, et même embarrassante, de son processus de transformation. Et même le fait de s'en souvenir faisait frissonner Riz d'horreur. Cependant, Shajiro lui a dit qu'il aurait besoin de la version complète, écrite, car il veut savoir si Seiji a des faiblesses, qui pourraient devenir un problème à l'avenir. Riz était mortifié par cette tâche, mais l'a accepté quand même. Shajiro lui a dit qu'elle pouvait prendre son temps pour ça, car il veut les faiblesses, seulement au moment où Seiji aura pris sa décision. Il a rappelé à Riz le moment où Sagi leur a dit qu'il verrait le monde par lui-même, avant de trouver un but à leur voyage. Et Shajari a une idée du meilleur objectif possible. Il pensait que Sagi devrait devenir roi. Parce que d'après ce que l'arnaqueur Kiyoshiro lui avait dit, même les gens de l'autre monde pouvaient devenir rois ici. Il a dit à Riz que Seka est une personne innocente, qui ne connaît rien au monde réel. Mais Seiji est quelqu'un qui connaît le côté sombre du monde, mais conserve toujours son cœur pur. Il croyait que si Seiji dirigeait un royaume, cela aiderait vraiment les personnes innocentes. Seka. Et Riz a répondu que Shadru pouvait le faire aussi. Il lui a dit qu'avec son taux de revenu réduit, son pays serait le plus pauvre des pauvres. Et en plus de ça, il n'est pas fait pour être un leader. D'un autre côté, Seiji a un charisme qui pousse les gens à le suivre. Et il peut bien les diriger dans n'importe quelle situation. De retour au présent, Shai, Drew et Riz forment une équipe, avec un objectif distinct, de leurs deux autres membres du groupe. Pour commencer, ils veulent que Seiji et Seka montent de niveau autant que possible. Et cela ne va pas être difficile, car il y a une énorme horde de monstres. Devant eux, Seiji dit à tout le monde qu'ils vont percer la horde de monstres et atteindre la porte de la ville, mais alors qu'il commence à courir, il s'arrête soudainement, disant qu'il a besoin de faire ses lacets. Même si sa chaussure a autant de lacets que le nombre de zéros sur mon compte bancaire. Seka le croit et court en avant. Shai Drew la suit et utilise un mur de vent pour la protéger d'eux, foncer dans les monstres. Puis se retourne pour trouver Sagi criant comme Goku, pour se transformer en sa forme d'ange Super Saiyan. Drew pense que tout le coup des lacets était inutile. Juste pour ça, mais alors, il se souvient que les vêtements de Sage se déchirent chaque fois qu'ils se transforment et qu'ils ne sont pas bon marché. Heureusement, Seiji s'en souvient aussi. Alors il enlève les vêtements coûteux
les plie soigneusement, puis commence toute la séquence de cris depuis le début. Pendant ce temps, Pedro élabore un plan pour aider Saka à monter de niveau. Aussi, il trouve bientôt des ruines où ils peuvent s'abriter. Mais les monstres commencent à escalader les murs. Rhys suggère de les frapper pour les faire tomber. Et Saka suit son conseil. Drew leur lance les bénédictions du Dieu Tout-Puissant, augmentant leurs statistiques, afin qu'il n'ait aucun problème. Il décide ensuite de retarder la bataille aussi longtemps que possible, sans tuer aucun monstre. Alors il crée des golems en utilisant de la boue, qui engage les monstres au combat en toute sécurité. Drew se retourne alors pour voir où se trouve Saji. Et à sa déception, il crie toujours, parce qu'il a besoin de colère pour se transformer. Mais il n'a rien pour l'instant. Soudain, il se souvient de la fois où un stagiaire a marché sur sa chaussure, et il canalise cette rage pour se transformer, sans arracher ses vêtements. Il descend ensuite la colline et Drew se demande « À quoi bon a-t-il des ailes, bon sang ?» Seiji grimpe alors sur les ruines où le reste de son groupe est présent. Rhys a déjà une crise de gêne, en voyant ses actions gênantes. Il se présente comme un aventurier errant, nommé Héros Alden, et saute ensuite, éliminant les monstres avec ses pouvoirs spéciaux. Seka est vraiment impressionné par lui, mais Rhys retient son envie de vomir, en voyant ses actions gênantes. Dans ce temps, Seiji continue de combattre les petits monstres, mais lorsqu'il se retrouve face à face avec un golem de roche géant, il désactive son pouvoir, afin de pouvoir faire de l'aura farming plus tard, en volant et en utilisant ses autres mouvements. Avec ça, il anéantit tous les monstres, et disparaît bientôt, avant de revenir à sa forme normale. Seka ne doute même pas que Seiji était Alden. Elle lui raconte à quel point le héros était cool. Il est heureux d'entendre ça, et veut que les autres le louent aussi. Et maintenant Shigeru se demande si c'est vraiment une bonne l'idée de transformer cet idiot narcissique en roi. Bientôt ils arrivent à la ville de Valeria, et elle leur réserve bien des surprises. La place de la ville est vibrante et pleine de gens joyeux. Et au centre de la ville, il y a un grand château. Cependant, ce qui est surprenant, c'est un centre d'emploi qui se trouve juste à côté du château. Et Drew a une grande sympathie pour tous les esclaves de bureau qui traînent à cet endroit. Après cela, il retourne. La créature qui a porté ses bagages à l'abri pour animaux. Et le gars dit à Saji qu'ils ne peuvent pas prendre l'autre animal avec lui. Alors que Drew aurait toléré la plupart des choses. Même lui se met en colère d'être traité d'animal. Et l'homme est effrayé par son regard en colère. Juste à ce moment-là, Seka trouve un animal qui ressemble exactement à Drew. Et même lui en est consterné. Cependant, elle le trouve mignon. Et ce n'est rien d'intéressant à mentionner, parce qu'elle trouve tout mignon. Ils explorent la ville après cela. Et Saka ne cesse d'être distraite par la moindre petite chose. Shajiru pense que, bien que ce monde semble paisible et joyeux, il y a trop de problèmes pour les habitants d'autres mondes. Comme eux, le plus grand problème de tous, c'est que les monstres ne rapportent pas d'argent. Et ils doivent trouver une source de revenus stable, pour vivre et grandir correctement. Drew pense qu'il peut faciliter les choses pour tout le monde, s'il utilise simplement ses pouvoirs de Dieu Tout-Puissant. Mais il pense qu'une méthode aussi superficielle nuira aux idiots au cœur pur de son groupe. Et il doit être plus malin à ce sujet. La nuit, il séjourne dans une auberge. Saji dit à Shajiru qu'il s'est renseigné en ville et a appris qu'ils doivent trouver un emploi dans ce monde, s'ils veulent gagner de l'argent. Shajiru est déçu d'entendre que ils doivent chercher un emploi, même dans un autre monde. Mais ensuite Saji lui donne les détails. Il dit que 2000 rials par mois est considéré comme un salaire décent ici. Shijiro demande si on ne gagne rien en battant des monstres, comme hier, et Seiji répond qu'ils n'ont pas de quête pour chasser des monstres. Ils ne seront pas payés. Drew se souvient alors qu'il y avait aussi des emplois très bien rémunérés au centre d'emploi. Il se souvient d'une offre d'emploi, un assistant détective, qui payait 10 000 riras par mois. Et il y avait un travail de nettoyage de déchets, qui offrait 28 000 riras par mois. Il parle à Saji de ces emplois, disant qu'il semble suspect, car aucune expérience ou qualification n'était requise pour les accepter. Il voit très bien Seka se laisser séduire par ces emplois, et espère l'en éloigner. Seiji est d'accord avec lui, disant que des emplois corrects ne leur apporteront qu'une vie normale. Mais les emplois très bien rémunérés sont soit louches, soit nécessitent trop d'expérience. Il a soudain une idée et demande à Drew ce qu'il pense d'aller au casino. Drew est choqué d'entendre que même leur héros est intéressé par le jeu, mais Saji lui dit qu'il peut juste recueillir plus d'informations. Il dit que sur le marché, il n'a rencontré que des gens ordinaires, gagnant une somme d'argent ordinaire. Mais au casino, il devrait certainement trouver des gens qui exercent des métiers uniques, ou qui gagnent beaucoup d'argent. Il affirme que l'information est la meilleure monnaie pour des gens comme eux, et il compte l'utiliser pour créer le meilleur chemin qui permettra à son groupe de vivre, sans se soucier de quoi que ce soit. Drew aime son plan et la nuit suivante, tout le groupe se dirige vers un grand casino. Seka tente immédiatement sa chance à un jeu.
Et la serveuse, qui vient proposer à Shaidru de remplir son verre, est dégoûtée par son apparence. Les autres clients du casino sont aussi les mêmes. Mais ça ne le dérange pas beaucoup. Heureusement, Seko gagne son tout premier jeu au casino. Et elle est vraiment excitée. D'un autre côté, Saji parle aux gens pour recueillir des informations. Et Riz utilise ses méthodes pour trouver des choses utiles. Séparément, pendant ce temps, Seka décide de miser tout ce qu'elle a à la prochaine manche de jeu, perdant tout ce qu'elle avait gagné à la première. Elle joue un peu plus mais a ensuite faim. Alors elle fait une pause pour manger un burger. Shaidru lui demande combien d'argent elle a dépensé. Et elle lui répond qu'elle a dépensé environ 20 000 rials. Ce qui est suffisant pour le faire s'arracher les cheveux d'inquiétude. À ce moment-là, le gérant du casino s'approche de Seka, disant qu'il avait remarqué son jeu plus tôt, et qu'il était curieux de sa situation financière. Seka lui dit avec assurance qu'elle est riche. Et Shaidru panique, car il aurait dû l'empêcher de dire ça. Le gérant Kajita, d'un autre côté, est super ravi et commence à flatter Seka. Il lui demande si elle peut venir à son bureau, afin qu'ils puissent parler en privé. Et elle n'accepte qu'à condition que Shaidru soit aussi autorisé à entrer en tant que son garde du corps. Une fois au bureau, un serviteur apporte un chocolat chaud à Seka. Et Shaidru examine la pièce, pensant que le casino amasse de l'argent. Soudain, Kajita commence à encenser Seka, disant qu'il était vraiment impressionné par son audace, de miser tout sans hésitation. Il dit que les riches devraient jouer exactement comme ça. Et Seka est flatté par cela. Il lui dit ensuite qu'il était tellement impressionné par elle, qu'il a une offre spéciale pour elle. Il révèle un pass doré pour la scène extra, qui fera d'elle une VIP au casino, et lui permettra d'accéder à des jeux encore plus palpitants, pour leurs clients habituels. Il dit qu'habituellement leur inscription, et les frais d'adhésion coûtent 20 000 riras. Mais pour elle, il fera une exception et réduira les frais à 0. Seka est tentée par l'offre. Mais elle dit qu'elle devra payer les frais d'adhésion l'année prochaine. Shajiru est fier qu'elle a enfin commencé à soupçonner des choses louches. Mais Kajita est un beau parleur qui n'a pas encore fini. Il dit à Seka que ses frais d'adhésion seront annulés pour toute sa vie, car il veut vraiment qu'elle devienne une VIP. Seka lui demande ce qu'elle a de si spécial. Et il répond qu'il a été vraiment ému par son style de jeu, et qu'il veut la voir jouer encore plus. Seka est maintenant tentée et elle demande à Shaidru quoi faire. Il ne voit aucun mal à juste obtenir une carte de membre, mais lui suggère d'en parler d'abord à Seiji. Seka aime aussi l'idée. Kajita lui dit qu'elle peut parler à son ami. Et s'il est riche, il aimerait aussi lui parler. Seka lui dit que Seiji est riche, mais pas aussi riche qu'elle, et Shaidru s'inquiète pour son avenir. Bientôt il quitte la pièce, et Seka dit que le gérant était vraiment gentil. Puis Riz arrive aussi, avec une expression inquiète sur son visage, alors que Seka part trouver Saji. Shidru reste pour parler à Riz, qui a des nouvelles troublantes sur Kajita. Elle dit qu'il est aussi un réincarné comme eux. Et dans ses notes spéciales, a écrit qu'il ne se laisserait plus berner, et détruirait tous les gens riches. Il jure de les épuiser et de les pousser aux profondeurs de l'enfer. Et Riz n'est pas sûr que même Shaidru pourrait gagner contre lui à ces jeux. Bientôt le groupe retourne à son auberge, et Saka raconte à tout le monde l'histoire de Kajita. Ils sont tous d'accord qu'il semble suspect. Et elle est déçue en entendant cela. Seiji demande l'avis de Shajiro sur le gérant. Et il répond que il était très doué pour faire croire aux gens qu'ils sont spéciaux, et les tromper. Il dit que, heureusement, Seka n'est pas tombé dans ses mensonges. Il doit y avoir d'autres personnes qui se font avoir. Après cela, Seiji décide de partager son rapport. Il dit qu'il a parlé à beaucoup de gens, qui ont accepté des offres d'emploi très bien rémunérées du centre d'emploi. Étonnamment, tous les emplois les ont menés au casino à la fin. Et personne n'a réussi les tests. Il dit que seul l'ami d'un gars nommé Kai a obtenu le poste d'assistant détective. Et son travail était de trouver des gens qui faisaient des folies au casino. L'histoire devient encore plus inquiétante quand Saji révèle que l'ami de Kai a disparu depuis un certain temps maintenant. Et quand il est allé chez lui pour lui parler, il a découvert que sa maison avait disparu et que le terrain était à vendre. Le registre familial du gars avait également disparu. Et la police n'a même pas accepté de rapport de personnes disparues, comme si le gars n'avait jamais existé. Shidru est à peu près sûr que Kajita doit être derrière tout ça. Il remarque que Riz a l'air nerveuse à l'idée de partager des informations. Alors il fait un geste pour lui indiquer qu'il la couvrira, quoi qu'elle dise. Riz est soulagée d'entendre cela, et elle tend un objet à Seiji. Elle l'a trouvé près de la porte arrière du casino. Saji et Shajiru sont tous deux horrifiés, en retirant le tissu et en voyant un doigt humain. Et ils empêchent tant bien que mal Seka de regarder cette chose horrible. Riz explique qu'elle regardait autour de la porte arrière, quand elle a vu un gars porter quelque chose sur son dos. Et le doigt est tombé du bagage. Elle n'a compris ce que c'était qu'une fois qu'elle s'est approchée. Et pendant un instant, elle s'est demandé si elle devait récupérer le doigt, ou poursuivre le gars.
Saji lui dit qu'elle a pris la bonne décision. Parce que, ce serait dangereux de poursuivre l'autre gars seul. Maintenant, il est certain que le casino fait quelque chose de louche. Et dit qu'ils doivent en savoir plus à ce sujet. Seka se porte immédiatement volontaire pour infiltrer, puisque Kajita l'a repéré. Riz et Shedru la préviennent toutes deux que c'est dangereux. Parce que les gens riches comme elles sont les vraies cibles. Mais elle répond qu'elle est vraiment en colère. Que Kajita ait trahi et blessé d'autres personnes. Elle dit qu'il doit être arrêté à tout prix. Et Shedru se tourne vers Saji, lui demandant de l'arrêter. Cependant, Saji est encore plus motivé. Les faisant, lui et Riz, perdre la tête. Plus tard, les deux sortent pour parler. Shedru interroge Riz sur les compétences de Kajita, car elle avait dit que même le dieu absolu ne pourrait pas le battre. Elle répond qu'elle n'a pas pu tout voir. Mais une de ses compétences était de voir à travers tous les mensonges, ce qui déclenche probablement ses autres compétences. Cependant, sa fenêtre de statut était vraiment anormale, et il semblait qu'elle avait été coupée, et collée et déformée plusieurs fois. Le prévient d'être prudent, et Shedru réalise qu'il ne doit pas mentir devant Kajita, même en plaisantant. Il met ensuite sa robe autour de Riz, en lui disant que tout ira bien. Il raconte comment ils sont allés gagner de l'argent, mais ont fini par trouver une personne maléfique, et maintenant ils vont l'arrêter. Riz est d'accord, en révélant à Shedru un autre détail sur sa note spéciale. Elle a écrit que si le véritable mal apparaît devant elle, elle deviendra l'envoyé des enfers, et traînera dans les ténèbres. Et Shedru est sidéré alors qu'elle se transforme partiellement. La nuit suivante, Seka s'habille de façon sophistiquée et marche comme un mannequin, en chemin vers le casino, disant à Shedru qu'il est nécessaire de jouer un rôle. Si elle veut découvrir la vérité sur Kajita, elle croit qu'elle réussira. Parce que Shedru et Riz l'ont entraînée à cacher la vérité sans mentir. Bientôt, ils atteignent le casino, et Kajita vient les y accueillir. Il demande à Seka si elle a trouvé une réponse à sa demande. Et elle lui dit que, s'il peut lui montrer un jeu qui la divertit, il deviendra membre. Il est heureux d'entendre cela et lui dit de le suivre. Avec son garde horrible. Et Shedru pense qu'il laissera le directeur faire le malin, avant que ses mauvaises actions ne soient révélées. Kajita mène ensuite Seka et Shedru à la zone VIP souterraine. Shedru connaît la capacité de Kajita à découvrir les mensonges, donc leur meilleur moyen de lui résister est de lui donner le moins d'informations possible. Ils lui ont seulement donné le nom de Seka, à mettre sur le pass VIP pour commencer, et Shedru se demande ce qu'ils peuvent faire d'autre au-delà de ce point. Juste à ce moment, Kajita demande à Seka combien elle compte dépenser aujourd'hui, suggérant qu'elle pourrait avoir l'intention de jouer 1 million de rira. Seka lui demande s'il la sous-estime. Et l'humeur de Kajita se gâte soudainement. Il les emmène ensuite dans la zone VIP. Et l'ambiance là-bas est totalement différente de celle du casino normal. Seka aime l'ambiance de l'endroit. Et Kajita présente ensuite un employé. Il va leur faire visiter. L'homme nommé Kado se présente d'abord. Mais il ne cesse de bafouiller, en essayant d'expliquer comment les choses fonctionnent ici. Shajiro pense que Kado est nouveau. Mais il ne peut pas le surveiller longtemps. Car Kajita l'approche, lui demandant s'il aimerait parier aussi. Shajiro réalise qu'il est là pour obtenir des informations de sa part, puisque Seka ne partage rien. Répond qu'il ne peut pas jouer parce qu'il n'a pas d'argent. Et ce n'est pas du tout un mensonge. Shedru active alors sa compétence, une vision dynamique qui lui permet de tout voir. Ce qui se passe dans la pièce, tout en parlant encore à Kajita. Il trouve un espion notant des détails sur tout le monde. Comme Seka étant une jeune femme flamboyante, avec un budget de plus d'1 million de rials. Soudain, Kajita demande à Shajiro s'il est fort. Et il répond qu'il l'est. Kajita lui demande ensuite s'il est au-dessus du niveau 70. Et Shajiro lui donne une réponse vague, qui cache son niveau, tout en ne se qualifiant pas pour autant de vérité. Ensuite, Kajita pose des questions sur ses statistiques. Et Shedru répond qu'il a distribué ses points de compétence, sans trop réfléchir, et qu'il y a beaucoup de zéros dans ses statistiques, comme en défense magique, par exemple. Cette réponse n'est pas non plus un mensonge, car il y a évidemment beaucoup de zéros dans 1 billion. Mais l'espion pense que Shedru n'a pas distribué ses points de compétence sagement. Il note qu'il a mis ses points dans ses attributs de guerrier, que la défense magique est sa faiblesse, qu'ils peuvent utiliser pour l'écraser. Juste à ce moment-là, un employé vient appeler Kajita, auprès d'un client qui a besoin de son aide, et il dit immédiatement à Seka qu'il doit y aller. Il lui demande si elle veut voir quelque chose d'intéressant, comme des combats de monstres, et elle lui dit qu'elle va y réfléchir. Kajita s'en va, laissant Kato s'occuper d'elle. Il est toujours maladroit, car c'est probablement son premier jour de travail. Juste à ce moment-là, Kajita amène le client qu'il a appelé, et Shajiro est choqué de voir un autre gros et vilain salaud, qui ressemble exactement à son patron de sa vie précédente. Il espère juste que ce n'est pas le même gars. Quand ses yeux se posent sur le carnet de Kajita, dans lequel il a écrit un plan de libération. Pendant ce temps, Seka fait des caprices et intimide Tato, lui demandant de l'emmener au jeu le plus amusant.
Chidru est contente qu'elle comprenne très bien son rôle, qui est de faire des caprices, et de rester ici aussi longtemps qu'elle le peut, sans dépenser trop d'argent. Pendant ce temps, il fait semblant d'avoir mal au ventre, et demande à Kato où se trouvent les toilettes. Il décide de l'escorter mais Seka le retient, lui disant qu'il devrait faire plus attention aux clients. Chidru utilise cette chance pour explorer le casino. Seul, il draine d'abord l'énergie d'un garde, l'assommer, et puis utilise ses compétences pour se transformer en chauve-souris. Il commence à chercher Kajita, et le trouve entrant dans une pièce secrète. Il s'infiltre rapidement dans la pièce, et ensuite, utilise une autre compétence pour ouvrir un portail entre lui et la pièce où se trouve Seka, afin qu'il puisse se rendre immédiatement à son emplacement. Si elle a besoin de son aide, voyant qu'elle va bien, Chidru tourne son attention vers l'étrange statue. De l'autre côté de la pièce, Kajita marche vers la statue, et commence à parler à ses parents, leur disant que tout se passe comme prévu. Il se souvient qu'ils lui ont appris qu'il y a quelque chose de plus important que l'argent. Dans le monde, ils n'ont jamais été riches. Mais ses parents lui ont appris à profiter d'une vie d'honnêteté. Cependant, cette honnêteté leur a coûté la vie, quand ils ont refusé d'être expulsés de leur maison, pour qu'une grande entreprise construise son projet sur leur maison. Conséquence, l'entreprise a fait s'écraser un camion chez eux, les tuant tous les deux, et Kajita fut complètement transformé après cet incident. Il est devenu un assassin, et a consacré sa vie à traquer les salauds, responsable de la mort de ses parents. Une fois sa mission de vie accomplie, il a décidé de mettre fin à ses jours aussi. Mais juste à ce moment-là, il a eu la chance de venir dans ce monde. Et il a senti que c'était ses parents qui le lui avaient envoyé. Dans ce monde aussi, il a vu les riches piétiner les pauvres. Et s'est donné pour mission de leur infliger une douleur, qui les libérerait de leurs désirs terrestres. Il demande à ses parents de continuer à le surveiller. Et Chidru réalise qu'il n'a aucune autre raison de vivre que de se venger des riches. Juste à ce moment-là, Kato et un autre employé arrivent, disant à Kajita que Seka fait des caprices, et qu'elle veut partir, parce qu'il n'y a rien d'intéressant ici. Kajita ricane et leur dit que elle doit être effrayée par les taux de change élevés, et leur dit d'utiliser la stratégie numéro 13 pour l'attirer. Les deux employés sont d'accord et commencent à faire demi-tour, mais Kajita arrête le second, parce qu'il détecte un mensonge dans sa réponse. Sa compétence s'active à cause de cela, et il aspire toute la force vitale du gars, le transformant en une coquille vide sans vie. Ensuite, appelle un de ses hommes de main pour se débarrasser des ordures, puis se tourne vers Kato, demandant s'il comprend ce qu'il est censé faire. Kato répond nerveusement que la stratégie numéro 13 signifie qu'il laisse Seka gagner aujourd'hui, pour qu'elle soit accrochée et Kajita le félicite, disant qu'il aime les gars honnêtes comme lui. Ils savent quoi faire. Kato quitte nerveusement la pièce avec ça. Mais grâce à cette interaction, Chidru a découvert davantage sur le fonctionnement du pouvoir de Kajita. Quoi qu'il en soit, il retourne voir Seka, qui continue de gagner selon la stratégie de Kajita. Cependant, Chidru ne peut y prêter aucune attention, car il se sent toujours bizarre, à cause d'avoir vu une personne mourir devant lui. Soudain, Seka lui dit de faire plus attention à elle, car elle a gagné 6 fois de suite. Chidru lui demande combien d'argent elle a gagné jusqu'à présent, et elle lui répond qu'elle a gagné 2 millions de rials. Kato et le croupier commencent à être nerveux, car Seka parie tout l'argent qu'elle gagne au prochain tour. Kato lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire tapis à chaque fois. Cependant, Seka répond que c'est son style de jeu, ignorant que le casino doit la laisser gagner exprès, afin de la garder accrochée. Kato ne peut pas prendre le risque de mettre leur casino en faillite. Alors il part immédiatement faire son rapport à Kajita, tandis que Chihiro se perd à nouveau dans ses pensées. Cette fois, il réfléchit au fait que sa règle d'obtenir le millième de ses revenus réels ne s'applique pas aux jetons de casino, ce n'est pas de l'argent. Juste à ce moment-là, Kajita arrive, félicitant Seka pour ses victoires. Chidru remarque le visage enflé de Kato, tandis que Kajita dit à Seka que des joueuses talentueuses comme elle devraient jouer un jeu encore meilleur et plus excitant. Seka est curieuse et Kajita lui dit qu'il va maintenant l'emmener au Colisée, qui est encore plus exclusif que la scène VIP. Il décide de le suivre, et ils s'enfoncent encore plus bas dans le bâtiment. Ils entrent alors dans une arène souterraine, où de nombreuses bêtes magiques sont enfermées dans des prisons. Kajita dit à Seka que le combat de monstres est le jeu ultime, que son casino propose et qu'elle peut parier de l'argent sur des monstres, qui se battront à mort en son nom. Seka est déjà inquiète en entendant la description. Puis, le rugissement d'un monstre l'effraie. Kajita calme la bête et Chihiro lui demande où il a trouvé ce monstre, car il ne l'a jamais vu à l'état sauvage. Kajita répond que ce sont des monstres spéciaux, créés au casino, et Chihiro est choqué d'entendre cela. Kajita demande ensuite à Seka si elle est intéressée, mais elle est plutôt anxieuse en ce moment, et Chidru décide qu'il est temps de rentrer à la maison. Il lui donne un indice en mentionnant Seiji, et combien il aimerait voir ces monstres. Seka comprend l'indice et dit à Kajita qu'elle aimerait rentrer chez elle aujourd'hui, et raconter à Seiji les jeux passionnants d'ici. Kajita ne peut pas l'arrêter,
et il demande à Kado de l'escorter dehors. Dans l'ascenseur, Seka remarque la joue enflée de Kado, et elle utilise sa magie de guérison pour le soigner. Kado change soudainement de camp en voyant sa gentillesse. Il dit à Seka de s'enfuir, et de ne jamais revenir au casino, car Kajita en a après sa vie. Il lui dit que beaucoup de gens riches, et même beaucoup de ses collègues sont morts de sa main, et que même lui a peur de perdre sa vie à tout moment. Shijiro lui demande de venir avec eux, mais Kado ne peut pas s'échapper, car Kajita a toutes les informations sur lui. Il leur dit de sortir, de répandre la vérité sur le casino, afin qu'un jour un héros puisse venir le détruire. Eh bien, son vœu est instantanément exaucé car Sagi, également connu sous le nom de héros Alden, arrive là avec Riz. Seka est surprise de les voir ensemble. Et Riz, mortifié, dit qu'ils se sont rencontrés, alors qu'ils essayaient tous deux d'infiltrer le bâtiment. Kado est ému aux larmes, en voyant qu'un héros est vraiment venu. Et Seiji le réconforte, avant de décider de s'occuper du gérant du casino. Shijiro se porte volontaire pour l'accompagner, et Seiji rétracte ses ailes pour tenir dans l'ascenseur. Kado vient aussi, leur parlant de la capacité de Kajita à absorber la vie, et les compétences des gens qui lui mentent. Une fois arrivé à l'étage VIP, Kado crie aux clients de sortir. Car les monstres du sous-sol sont libres. Et ils pourraient les attaquer. Les clients paniquent et essaient de s'enfuir. Avec les employés, ne sachant pas comment gérer la situation. Kado conduit ensuite Seiji et Shijiro au sous-sol. Mais un autre employé prend le seul ascenseur qu'ils ont. Descend le premier pour prévenir Kajita. Alors que Kado panique, car maintenant ils n'ont plus aucun moyen de descendre. Seka arrive là sous sa forme d'ange. Seiji est surpris en la voyant, car il ne l'a jamais vue sous sa forme extraterrestre auparavant. Il lui demande qui diable elle est. Et Seka demande à Shijiro de garder son identité secrète. Elle se présente comme El Caron, vierge du soleil, et dit qu'elle peut utiliser la magie de guérison, et les aider dans la bataille. Seiji est ravi de la voir dans l'équipe, et Shedru pense qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Cependant, ce n'est pas deux cosplayers de Lulu qu'il doit gérer, mais trois, juste à ce moment. Riz arrive, transformé en diable, et Shedru prend un instant pour réaliser sa véritable identité. Cependant, juste au moment où il s'apprête à lui demander confirmation, Riz le frappe avec une arme, qu'elle matérialise de nulle part. Car, elle ne veut pas que son frère connaisse son identité. Bon, Sagi est de toute façon plus intéressé par son arme. Et, Riz dit qu'elle a la capacité de créer des armes, en utilisant son imagination. Cela suffit à impressionner Seka et Sagi. Et Riz, flatté, donne des armes à tout le monde. Juste à ce moment, l'ascenseur revient et le groupe entre à l'intérieur. Kato veut venir avec eux aussi, mais Sagi lui demande d'évacuer. Shadru adopte une approche plus tactique, lui disant de recueillir des preuves, des méfaits du casino, afin qu'il puisse exposer son lien avec le bureau du gouvernement, qui lui a permis de devenir si puissant. Kato accepte cette mission, et le groupe de Shadru descend au sous-sol. Shijiro dit à tout le monde d'être prudent, et leur demande de lui laisser Kajita. Il sait que Kajita est une personne vraiment maléfique, sans aucune chance de changer, et c'est pourquoi il ne veut pas que des innocents, comme Seiji et Seka l'affrontent. Sur ce, ils arrivent au sous-sol. Il s'avère que Kajita a déjà vidé la vie de l'employé, venu l'informer de la situation. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.